Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Alain Bauer, l'ancien grand maître du Temple du Grand Orient, l'ancien franc-maçon qui était reçu sur Front Populaire, eh bien pour nous parler de la corruption de l'affaire Jeffrey Epstein et des vilains complotistes. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur ma page Facebook. Et oui, on est plus de 26 000 aujourd'hui, donc merci à vous pour ce succès. Merci à ceux qui me rejoignent aussi dans ma boucle Telegram. N'hésitez pas, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Et puis vous avez le Patreon avec des vidéos exclusives toutes les semaines et le Tipeee. Je compte sur vous. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Peu à peu, grâce à tout ce que je viens d'indiquer, notamment les commissions d'enquête indépendantes, et puis le flux nouveau, l'inflation réelle du nombre de plaintes apparues depuis que la libération de la parole ancienne a eu lieu. Il y a la libération de la parole nouvelle, plus une augmentation significative des violences, notamment sexuelles, depuis l'affaire de la Covid. Et c'est ça qui est l'élément incroyable de cette affaire, c'est que tout est vrai, tout est vérifié, tout est documenté, et c'est tellement vrai que ça en devient incroyable. On ne peut même pas imaginer qu'on n'ait pas vu cela, tellement c'était énorme, immense, et que la parole des victimes commence à s'exprimer et qu'on est en souffrance pour ceux qu'on connaît, pour ceux qu'on ne connaît pas, pour ceux qui ont été agressés sexuellement et qui le porteront toute leur vie, pour ceux qui découvrent qu'ils ont été agressés et qui commencent à somatiser, et puis pour ceux qu'on connaît, nos proches, qui est l'élément incroyable de cette affaire, c'est que tout est vrai, tout est vérifié, tout est documenté, et c'est tellement vrai que ça en devient incroyable. On ne peut même pas imaginer qu'on n'ait pas vu cela, tellement c'était énorme, immense, et que la parole des victimes commence à s'exprimer et qu'on est en souffrance pour ceux qu'on connaît, pour ceux qu'on ne connaît pas, pour ceux qui ont été agressés sexuellement et qui le porteront toute leur vie, pour ceux qui découvrent qu'ils ont été agressés et qui commencent à somatiser. Et puis, pour ceux qu'on connaît, nos proches, la peur qu'on peut avoir de laisser ses enfants aller à l'école, aller en colonie de vacances, aller dans le périscolaire. Bref, on est dans cet effet de sidération dans un pays où la promesse de l'État, c'est la protection. Il n'est né que pour cela. Et il défaille sur l'ensemble du processus d'identification, de plainte, de traitement de la plainte, de poursuite, d'enquête, de condamnation et accessoirement d'anticipation, c'est-à-dire de prévention et de dissuasion, car une partie de ceux qui commettent ces crimes ne demanderaient pas mieux que de se faire soigner, car on peut tout traiter si on ne peut pas tout guérir, mais on ne fait rien du tout, ou très peu. Alors tout à l'heure, j'ai dit on était assez loin finalement de ces faits-là. Alors oui et non, parce qu'il y a eu des personnes en effet qui se sont exprimées et on les a taxées de complotisme. C'est un petit peu Absolument. L'accusation facile. Donc certains avaient en effet raison. Donc on voit bien que cette affaire noie un petit peu la définition même de complotisme. C'est d'ailleurs, je crois, le premier chapitre. Oui. Je vais prendre un exemple, mais la fin de Jeffrey Epstein, est-ce qu'on peut aujourd'hui croire à son suicide? En tout cas, on n'est pas obligé d'y croire. Car quand quelqu'un tente vraiment de se suicider et est soumis à une surveillance stricte avec contrôle vidéo, passage régulier des gardiens, et que juste au moment où, pour la deuxième fois, il se serait suicidé, les caméras tombent en panne, les gardiens disent qu'ils ne sont pas passés, et le rapport du médecin légiste fait l'objet d'une lourde contestation par le frère de Jeffrey Epstein. Disons que le doute est suffisant pour ne pas affirmer une vérité révélée. Je n'ai aucune idée de savoir s'il s'est ou pas suicidé, mais justement le fait de ne pas savoir est un élément qui est un problème. Or le doute, il bénéficie en général à l'accusé, il bénéficie aussi à ceux qui mettent en doute la réalité de la version officielle de l'histoire. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour M. Brunel, qui s'est suicidé en prison en France et sur lequel il n'y a aucun élément particulier qui viendrait mettre en doute, à l'heure où je vous parle, Brunel, qui était l'un des membres les plus influents de Epstein en France. Qui est le patron du réseau français. Là, on n'a pas de débat sur M. Epstein lui-même. Il y a un débat, et c'est un débat important. Je n'ai pas de vérité à révéler, ni de révélation à vous faire, mais en tout cas, au vu des éléments qui sont donnés, moi, je ne signerai pas un document disant qu'il s'est suicidé. Et où on arrête justement la frontière avec justement cette accusation de complotisme, parce qu'on a vu des accusations, on a dit que Jeffrey Epstein était un agent du Mossad. Il l'était aussi. De la CIA. Il est multicarte.
Non, il est agent de tout ça. Le drame de Jeffrey Epstein, c'est qu'il d'abord, Jeffrey Epstein est agent de lui-même. Il rend des services à tout le monde. Il devient indispensable. C'est un séducteur qui met en relation tout le monde. Il n'est agent de personne, mais il rend service à tous. Multicarte, multiservice. Et d'abord à lui-même. Son objet essentiel de sa vie, c'est l'argent et les filles. Très jeune. Le plus jeune possible. Et donc, c'est ça la réalité. Et pour ce faire, il a un réseau d'affidés. Non pas un réseau, des réseaux. Je me suis refusé à faire un organigramme complet. D'abord, il n'y aurait pas eu la place. Et ensuite, ça n'aurait eu aucun sens. Car tous ceux qui sont proches de Jeffrey Epstein ne sont pas des pédocriminels. Il y a des pédocriminels qui profitent des filles. Il y a des corrompus qui profitent de l'argent. Il y a des délits d'initiés qui profitent de l'information. Il y a des services étrangers qui profitent d'Epstein. Il y a des victimes d'Epstein qui sont entraînées dans un compromat, c'est-à-dire un piège, et qui deviennent, qu'il fait chanter. Tous ces gens ne sont pas ensemble, mais il y a aussi des médecins qui réparent les filles qui sont agressées et violentées et brisées par Jeffrey Epstein. Et puis, il y a le fameux mail courriel sur le Ranjero qui dit on a enterré 2 personnes dans le Ranjero, 2 jeunes filles qui n'ont pas survécu. Là, on est dans le criminel pur. L'enquête sur le Ranjero commence doucement en mai 2026. Mai 2026, 30 ans après la première plainte, la première information sur les 2 sœurs violentées. Donc, on se rend bien compte que dans cette affaire, rien ne marche, rien ne va. Mais franchement, au-delà de l'idée de gigantesque complot qui, en fait, n'existe pas, mais par contre, de la logique rationnelle, industrielle qui a amené Jeffrey Epstein à vivre à la fois sur le renseignement, sur la prédation sexuelle, sur l'escroquerie, sur le trafic, mais dans des zones qui ne se recouvraient en général pas. Et quand elles se recouvraient, c'est toujours à son bénéfice à lui. Eh bien, il y a ce qu'on découvre de ce que sont les réseaux pédocriminels, de l'inceste au viol, à l'agression sexuelle, sur des secteurs qui sont en général éducatifs, ou en tout cas dans l'espace éducatif. Et chaque fois qu'on fait cette découverte, on dit « Ah oui, il avait un air bizarre. Ah oui, je sentais bien que c'était pas normal. Ah oui, mais personne n'a jamais rien dit, personne n'a jamais rien signalé, personne n'a jamais rien dénoncé. » Dans l'affaire Epstein, ça va plus loin, parce que ceux qui signalent et qui dénoncent ne sont pas crus, comme dans l'affaire Liana et surtout dans l'affaire Rosa. Dans l'affaire Rosa, vous avez un exemple d'une Epsteinerie à la française, limitée certes, mais avec quelqu'un dont on suppose, car il n'est qu'un suspect à l'heure où je vous parle, qu'il est un serial prédateur avec une longue histoire d'activité. Et peut-être pas seul, et peut-être était-ce une activité familiale, et peut-être était-ce une histoire familiale qui amène souvent des violés à devenir violeurs. Enfin, la pédocriminalité est un sujet traité scientifiquement et criminologiquement depuis des dizaines d'années. On sait à peu près où on est, on sait à peu près ce qu'on va trouver. Et paradoxalement, personne n'arrive à faire le lien et à faire le pas pour dire « attention, il se passe quelque chose ». Et quand quelqu'un le fait, pas cru, pas traité, pas géré. Donc, créant d'autres victimes. Epstein, c'est ça. C'est une affaire Rosa industrielle. Alors, venons-en aux victimes. Alors, je pense aux victimes, à ces jeunes femmes qui ont été victimes de ce fameux système. Alors, combien sont-elles? Vous nous avez dit, donc à peu près 1 millier. 1 millier, oui. Qui sont-elles? Quel est leur profil? Alors, les premières, notamment en 96, sont des jeunes collégiennes et lycéennes de l'environnement, des jolies villas que Jeffrey Epstein a un peu partout. Enfin, elles ne sont pas à lui. Il utilise les résidences des pères de ses élèves qu'il arrive à séduire, puisqu'il est un professeur de mathématiques dans un collège très chic, et il devient professeur particulier pour certaines des élèves qui sont pas les plus brillantes, mais les plus riches. Et il devient évidemment le gendre idéal, puisqu'il séduit autant les jeunes filles que leurs parents. Et donc, il se passe là un phénomène d'utilisation des espaces, de détournement de fonds, $1 milliard, c'est quand même pas rien. Et donc, on voit apparaître ça. Alors, au début, c'est « je paye $300 à des collégiennes et des lycéennes pour venir me faire des massages et plus ». Elles-mêmes honteuses ou heureuses d'avoir récupéré leurs $300, le disant ou ne le disant pas à leurs parents, les parents ne sachant pas très bien comment gérer ce type d'affaires, étant payés pour certains, choqués pour d'autres, honteux pour beaucoup, ne sachant pas comment ça se traite, on a cette phase-là. Et puis arrive la phase mannequin, parce qu'il se dit, mais en fait,
j'ai un aspirateur à jeune fille, c'est le mannequinat. Et donc, je vais gérer à la fois aux États-Unis, en France, etc. Je vais m'investir dans le domaine du mannequinat après une jolie carrière dans les fonds de gestion. Donc, il augmente encore sa fortune, ses connaissances, ses relations et son réseau. Et donc, il dit, mais les mannequins, c'est formidable. En fait, il y a une sorte d'arrière-pensée non dite. C'est en fait, un mannequin, c'est une prostituée en devenir. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça... Moi, je ne suis pas choqué par les informations que nous avons entendues. J'imagine que la plupart étaient au courant, même si vous avez une vision racontée d'une manière différente et que je trouve intéressante. Moi, ce qui me choque, c'est que Alain Bauer, c'est pas n'importe qui. Alors, pour le grand public, c'est un spécialiste qu'on voit régulièrement sur CNews, sur BFM, LCI, depuis très longtemps. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus concernés, c'est quand même l'ancien grand maître, c'est pas rien quand même, du Grand Orient, la plus grande loge de France quand même, loge la plus influente, celle qui dicte la politique de la République. C'est elle qui a proposé la loi sur l'euthanasie récemment, donc elle a encore un pouvoir extrêmement grand. Donc on imagine que cet homme, son boulot, quelque part, c'est de protéger sa caste. Et depuis quelque temps, notamment grâce à son livre, qui doit, et j'en suis sûr, être très intéressant. Et je mets de côté le fait qu'il soit franc-maçon, car vous savez, le sort que je réserve, bien sûr, à la franc-maçonnerie. Je ne cesse de me dire, mais il a peut-être des envies de suicide. Parce que vu sa position, vu son réseau, vu ses connaissances, vu tout ce qu'il sait, parce qu'en fait, dans tous les entretiens et dans son bouquin, pour avoir lu quelques pages, en fait, il balance tout sur la caste. Il dit tout, non seulement sur le dysfonctionnement de la justice, sur le laisser-faire de la justice, sur l'État. C'est quelqu'un, en plus, ces dernières années, qui tape beaucoup sur l'État, parce qu'il est souvent aussi appelé pour parler de guerre et d'insécurité, qui sont ces deux thèmes où il est réellement spécialiste. Et il tape beaucoup. Et je suis toujours étonné de voir quelqu'un qui appartient au monde de nos ennemis prendre la parole pour les fracasser. Et on a l'impression de voir un mec en roue libre. Pour le coup, c'est lui qui devrait s'appeler franc-maçon en roue libre. Je lui donne une idée de chaîne. J'ai l'impression de voir un mec en roue libre qu'on a pour rien à foutre et qui envoie, quoi. Qui envoie, et je suis troublé. Je sais pas à quel jeu il joue. Peut-être que arrivé à un âge où vous vous dites, bon on lâche un petit peu les chevaux, mais je suis surpris, c'est assez rare. Généralement, ces gens-là, à chaque fois qu'on les voit, ils disent qu'il n'y a rien, ils noient un petit peu le poisson. Et lui, non. Lui, il dit très clairement, les complotistes avaient raison, il n'a rien de complotiste. D'ailleurs, il prend très souvent fait et cause pour les complotistes, pour la population. Alors qu'il a dirigé une loge et une secte, n'ayons pas peur des mots, qui s'est toujours construit contre la France et contre son peuple. Et donc, je trouve ça particulier. Vraiment. Alors, j'ai pas la chance, ou la malchance plutôt, de le connaître pour en discuter avec lui, quelles sont ses inspirations, quelle est sa vision, parce que j'ai du mal à comprendre un petit peu le personnage qui prend une direction intéressante par ses propos, parce que ses propos nous servent. Donc, et quand vous êtes en guerre, même si vous n'appréciez pas le profil de la personne, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout, s'il va dans votre sens, eh bien, il faut prendre ce que nous avons. Et en tout cas, avec des mecs comme ça qui ont autant de poids quand même et qui ont beaucoup de relations, plus que nous n'aurons jamais, ça c'est sûr, c'est toujours intéressant qu'ils se mêlent d'affaires que justement la politique, que son monde à lui, que sa caste à lui, tente d'étouffer, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'une bonne surprise, qu'une libération de la vérité, eh bien, pourra venir tout simplement de leur propre camp. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.